Quand il pensait s'en sortir libre, le perroquet a commencé à parler. Le juge Antoine Mercier ajusta ses lunettes de lecture et commença à réviser ses notes pour finaliser le procès qui traînait depuis plus de 6 mois. La procureure, Delphine Cartier, avec une expression de frustration, organisait ses documents, sachant que malgré tous ses efforts, elle n'avait pas réussi à rassembler suffisamment de preuves pour incriminer Dumont dans l'affaire de détournement de millions de la Fondation Nouveau Chemin, qui devait aider les enfants défavorisés des banlieues parisiennes. Dans la galerie, des journalistes chuchotaient en attendant ce qui semblait être l'anticlimax de l'une des affaires les plus commentées de l'année. Parmi les personnes présentes, une dame d'apparence modeste attirait l'attention par un détail insolite. Un perroquet au plumage vert et bleu reposait tranquillement sur son épaule droite. La phase des plaidoiries finales est close. Compte tenu de l'absence de preuves convaincantes présentées par l'accusation, ce tribunal est prêt à rendre sa décision, déclara le juge Mercier. C'est à ce moment que le silence fut rompu par une voix stridente. « Voleur, j'ai tout vu. Dumont a volé l'argent. 50 millions dans le coffre du bureau. » Tous les regards se tournèrent vers l'origine de ces paroles inattendues. Le perroquet, jusqu'alors silencieux, s'agitait sur l'épaule de la dame âgée. La confusion s'installa dans la salle d'audience. L'avocat de la défense, maître Maurice Pelletier, se leva immédiatement. « Votre honneur, c'est un outrage. C'est un cirque. Je demande que l'ordre soit maintenu dans cette enceinte. » La vieille dame, identifiée comme Madame Suzette Dubois, ancienne gouvernante de la villa de Dumont pendant plus de 15 ans, essayait de calmer le perroquet nommé Coco. « Silence !» ordonna le juge, frappant plusieurs fois avec son marteau. « Madame, contrôlez cet animal ou je devrais demander votre expulsion du tribunal. » La procureure Delphine, cependant, vit là une lueur inattendue dans une affaire qui semblait perdue. « Monsieur le juge, je demande que la Cour prenne acte de ce qui vient de se passer. Ce perroquet pourrait détenir des informations pertinentes pour l'affaire. » La séance fut suspendue pendant 30 minutes, tandis que le juge, l'accusation et la défense discutaient en coulisses de cet événement insolite. Lorsqu'ils revinrent, l'atmosphère de tension était palpable. Richard Dumont, auparavant confiant, montrait maintenant des signes d'inquiétude. Son regard fixé sur Madame Dubois et son perroquet révélait une préoccupation qui n'était pas là quelques minutes plus tôt. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Le juge Mercier, après avoir consulté des précédents juridiques et entendu les arguments des deux parties, prit une décision inédite. À titre exceptionnel, j'autorise l'inclusion du perroquet comme élément d'enquête supplémentaire. La séance est suspendue et reprendra dans une semaine, temps nécessaire pour effectuer des analyses techniques sur la crédibilité des vocalisations de l'animal. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle du perroquet témoin devint virale sur les réseaux sociaux. Des émissions de télévision débattaient pour savoir si un animal pouvait ou non servir de preuve dans un tribunal. Des spécialistes du comportement animal furent convoqués tant par la défense que par l'accusation. Dans l'appartement de Delphine Cartier, situé à Montparnasse, la procureure passait ses nuits blanches à rechercher des cas similaires dans la jurisprudence internationale. Son assistante, Julie Martin, une jeune avocate fraîchement diplômée, apportait des piles de livres et de documents. « J'ai trouvé quelque chose, maître Cartier », s'exclama Julie un vendredi soir. En Inde, en 2016, le témoignage d'un perroquet a aidé à élucider une affaire complexe. Ce n'était pas décisif, mais cela a été considéré comme un indice. « Excellent, Julie, mais nous avons besoin de quelque chose de plus solide. Dumont a les meilleurs avocats du pays. Nous ne pouvons pas nous fier uniquement au précédent indien. » Pendant ce temps, dans la villa de Richard Dumont à Neuilly-sur-Seine, l'homme d'affaires se réunissait avec son équipe juridique. Maître, Pelletier semblait moins confiant qu'auparavant. « Richard, nous devons parler sérieusement. Cette situation avec le perroquet est absurde, mais elle prend de l'ampleur. Les médias ne parlent que de ça. C'est ridicule. Un perroquet ne peut pas être témoin, ça ne mènera à rien, répondit Dumont en se servant un verre de whisky. Ne sous-estimez pas la situation. Cet oiseau a répété des montants exacts, des dates précises. Comment sait-il pour les 50 millions? Comment connaît-il l'existence du coffre dans le bureau? Dumont regarda l'avocat, son ami de longue date. « Qu'insinuez-vous, Maurice? »« Je n'insinue rien. Je me demande comment nous allons expliquer cela au juge. »
Le lendemain, dans un laboratoire de l'Université de la Sorbonne, la professeure Dr Louise Moreau, spécialiste en cognition animale, examinait le perroquet Coco. Madame Dubois restait à ses côtés, nerveuse face à toute cette situation. Dr Coco a toujours été intelligent. Depuis que M. Dumont l'a ramené d'un voyage en Amazonie il y a 8 ans, il restait tout le temps dans le bureau, écoutant tout. Madame Dubois, il est important de comprendre que les perroquets peuvent répéter des phrases, mais ne comprennent pas nécessairement leur signification, expliqua la spécialiste tout en enregistrant les vocalisations de l'animal. Mais Coco comprend vraiment. Quand je lui dis que je vais lui donner une mangue, il devient tout excité. Si je parle de bain, il s'enfuit et se cache. Le docteur Moreau sourit patiemment tout en poursuivant ses tests. Après des heures d'analyse, quelque chose l'a surpris. Coco ne répétait pas seulement des phrases aléatoires, il semblait associer certains mots à des contextes spécifiques. « Coffre ouvert, 50 millions », répéta le perroquet lorsque la spécialiste montra la photo d'un coffre similaire à celui qui existait dans le bureau de Dumont. « C'est fascinant », murmura la scientifique, prenant des notes détaillées. Au tribunal, une semaine plus tard, l'ambiance était à l'expectative. La salle était bondée, avec des journalistes de toute la France et même des correspondants internationaux. L'affaire du perroquet témoin avait capté l'attention mondiale. Le juge Mercier entra et tout le monde se leva. Après les procédures initiales, la procureure Delphine présenta le rapport du docteur Louise Moreau. Monsieur le juge, le rapport scientifique indique que le perroquet Coco démontre un comportement inhabituel. Il ne se contente pas de répéter des phrases, mais établit des connexions contextuelles. Lorsqu'on lui présente des images liées aux transactions suspectes, il vocalise des informations spécifiques sur les montants, les dates et les lieux qui coïncident avec les registres financiers suspects de la Fondation Nouveau Chemin. Maître Pelletier se leva immédiatement. « Votre honneur, avec tout le respect que je dois à la science, nous sommes face à une situation absurde. Un perroquet ne peut pas être témoin dans une procédure pénale. Cela viole tous les principes de la procédure légale. Maître Pelletier, nous ne traitons pas l'animal comme un témoin formel, mais comme une source potentielle d'indices pouvant mener à des preuves concrètes, répondit le juge. Continuez, Maître Cartier. Merci, monsieur le juge. Outre le rapport du docteur Moreau, nous avons réussi à localiser l'ancien associé de monsieur Dumont, monsieur Étienne Blanc, qui résidait à l'étranger et a accepté de témoigner par vidéoconférence. Richard Dumont, assis à la table de la défense, pâlit visiblement. Son avocat se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, mais il se contenta de secouer la tête négativement. Étienne Blanc apparut sur le grand écran installé dans le tribunal. Homme d'âge moyen, cheveux grisonnants, il semblait nerveux. Après avoir prêté serment, il commença son témoignage. « J'ai travaillé avec Richard pendant plus de 20 ans. Nous étions comme des frères jusqu'à ce que je découvre le système de détournement de fonds de la Fondation. Quand je l'ai confronté, il m'a proposé de m'inclure dans le système. J'ai refusé et c'est pourquoi j'ai quitté l'entreprise, déménageant au Portugal, craignant des représailles. Monsieur Blanc, avez-vous connaissance de réunions où ont été discutés des détournements de fonds de la Fondation Nouveau Chemin ?» demanda Delphine. « Oui, plusieurs réunions ont eu lieu dans le bureau de Richard. Il gardait toujours ce perroquet près de lui, disait que c'était son porte-bonheur. Je n'ai jamais imaginé que l'oiseau puisse être en train d'enregistrer. Tout. Avez-vous connaissance du montant mentionné par le perroquet ? 50 millions. C'était exactement le montant total prévu pour le détournement, divisé en 5 opérations de 10 millions chacune. À ma connaissance, 3 opérations avaient été conclues avant que je ne quitte l'entreprise. Le témoignage d'Étienne Blanc se poursuivit pendant plus de 2 heures, détaillant dates, montants et opérations qui coïncidaient avec les phrases répétées par le perroquet Coco. La défense tenta de discréditer le témoin, suggérant qu'il existait un ressentiment personnel contre Dumont, mais l'impact de ces déclarations était indéniable. Pendant que le procès se poursuivait, le journaliste d'investigation Raphaël Aubert du journal Le Monde recevait dans son email un ensemble de fichiers anonymes. Il s'agissait d'enregistrements audio réalisés lors de réunions dans le bureau de Dumont. Après avoir vérifié l'authenticité des fichiers avec des experts en analyse audio, Raphaël contacta la procureure Delphine. « Ces enregistrements changent tout », affirma le journaliste en remettant le matériel.
Ils sont authentiques et coïncident avec les phrases que le perroquet répète. L'accusation demanda l'inclusion des enregistrements comme preuve, ce qui généra un débat juridique intense. La défense prétendait que les enregistrements étaient illégaux, réalisés sans consentement. Après 2 semaines d'analyse, le juge Mercier décida d'accepter le matériel comme preuve, considérant l'intérêt public en jeu. Dans une dernière tentative pour sauver son client, Maître Pelletier engagea un expert international en ornithologie, le docteur Klaus Hoffmann, qui témoigna que les perroquets pouvaient être entraînés à répéter n'importe quelle phrase. Il est tout à fait possible que Madame Dubois ait entraîné ce perroquet à prononcer des phrases incriminantes contre Monsieur Dumont, affirma l'expert allemand. Dr Hoffmann, combien de temps faudrait-il pour entraîner un perroquet à répéter des phrases complexes comme celles que prononce Coco, incluant des chiffres spécifiques, des noms et des situations, demanda Delphine lors du contre-interrogatoire. Eh bien, cela dépend de l'oiseau, mais normalement, il faudrait des mois d'entraînement intensif. Et savez-vous que Madame Dubois a été licenciée par Dumont seulement 3 semaines avant le début de ce procès? L'expert hésita, et le tribunal comprit l'implication. Il n'y aurait pas eu suffisamment de temps pour le prétendu entraînement. La tension atteignit son apogée lorsque l'accusation présenta un ancien enregistrement de sécurité du bureau de Dumont, où l'on pouvait clairement voir l'homme d'affaires en réunion avec d'autres personnes impliquées dans le système, discutant ouvertement des détournements, tandis que le perroquet Coco restait sur son perchoir, observant tout. Monsieur le juge, cet enregistrement confirme que le perroquet était présent lors des discussions sur la fraude, argumenta Delphine. Il n'a pas été entraîné à répéter ces phrases. Il les a entendues directement de la bouche de l'accusé et de ses complices. Richard Dumont, qui avait maintenu une attitude arrogante tout au long du procès, commençait à montrer des signes de désespoir. Dans un moment de tension, il se leva brusquement. « C'est une farce. Un perroquet ne peut pas me condamner. Je suis Richard Dumont. J'ai construit un empire. Je ne vais pas tomber à cause d'un maudit « ordre dans la salle », interrompit le juge, frappant avec son marteau. « Monsieur Dumont, contenez-vous ou vous serez expulsé de la salle. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Les jours suivants furent marqués par une intense bataille juridique. Le juge Mercier semblait enclin à ne pas tenir compte du témoignage du perroquet, citant le manque de précédents juridiques solides. Cependant, l'accusation trouva une ancienne affaire au tribunal de Marseille, datant de 1982, où les vocalisations d'un perroquet avaient été utilisées comme indice pour lancer une enquête qui avait abouti à une condamnation. Dans son cabinet, le juge Antoine Mercier passait ses nuits à étudier cette affaire insolite. Son assistante, Dr Thérèse Campeau, exprima son inquiétude. « Docteur Antoine, vous savez que cette décision créera une jurisprudence. Pour la première fois, les vocalisations d'un animal seront prises en compte dans un procès de haut niveau. Thérèse, ce n'est pas le perroquet qui condamne Dumont. Ce sont les preuves que ces vocalisations nous ont conduits à découvrir. L'animal n'a été que le catalyseur qui nous a permis de relier les points. » Au jardin du Luxembourg, Delphine Cartier marchait aux côtés de son assistante Julie, discutant des derniers détails pour les plaidoiries finales. « Pensez-vous que nous allons réussir, maître ?» demanda la jeune assistante. « Cela dépend de ce que le juge décidera concernant l'admissibilité des preuves déclenchées par le perroquet. Sans cela, notre dossier est fragilisé. Toute la France suit l'affaire. Je n'ai jamais vu un cas susciter autant d'émotions. » Delphine sourit, fatiguée. « C'est parce que cela touche à quelque chose de profond. L'idée que la vérité trouve toujours un chemin, même par le messager le plus improbable. » Le matin du verdict, le palais de justice était entouré par des foules. Des groupes pour et contre Dumont manifestèrent sur les marches. La presse nationale et internationale se disputaient des espaces pour couvrir le dénouement de l'affaire connue mondialement comme le procès du perroquet. À l'intérieur du tribunal, le silence était absolu lorsque le juge Mercier entra. Madame Dubois était présente avec le perroquet Coco qui restait inhabituellement calme, comme s'il comprenait la solennité du moment. « Avant de rendre ma décision, commença le juge, je dois souligner le caractère exceptionnel de cette procédure. Les circonstances qui nous ont amenés jusqu'ici sont pour le moins extraordinaires.
Cependant, la justice ne s'attache pas aux formalités lorsque la recherche de la vérité s'impose. Le juge fit une pause, regardant directement Richard Dumont. Ce tribunal décide d'admettre comme indice valable les vocalisations du perroquet Coco, non pour leur valeur testimoniale directe, mais parce qu'elles ont déclenché une enquête qui a produit des preuves concrètes et irréfutables. Les enregistrements anonymes, le témoignage de M. Étienne Blanc, les vidéos de sécurité et l'analyse financière subséquente forment un ensemble probant solide. À ce moment, comme s'il pressentait le moment crucial, le perroquet Coco s'agita sur l'épaule de Madame Dubois et émit une nouvelle vocalisation. Argent caché, dans le jardin, sous la statue. Le tribunal éclata en murmures. Le juge ordonna le silence, mais la nouvelle information avait déjà été enregistrée par tous les présents. Delphine Cartier demanda immédiatement « Monsieur le juge, je demande l'autorisation de perquisitionner la propriété de l'accusé sur la base de cette nouvelle information. » « Accordé, » répondit le juge. « Et j'ordonne que l'accusé reste en détention jusqu'à la conclusion de cette enquête. » L'expression de Richard Dumont était de pure horreur. Son empire commençait à s'effondrer sous ses yeux à cause d'un perroquet. La perquisition de la villa de Dumont fut réalisée le jour même. Dans le jardin, sous une statue de Neptune, la police trouva une boîte métallique imperméable contenant des documents compromettants et une clé USB avec des fichiers détaillant tout le système de détournement, y compris des comptes dans des paradis fiscaux et les noms d'autres personnes. Impliquée haut placé, l'affaire qui semblait destinée à l'acquittement se transforma en l'une des plus importantes condamnations pour corruption de l'histoire récente de la France. Richard Dumont fut condamné à 15 ans de prison et à une amende de 100 millions d'euros. 6 autres hommes d'affaires et 3 politiciens furent impliqués dans les documents trouvés, déclenchant une nouvelle série d'enquêtes. Alors que Dumont était conduit hors du tribunal, il lança un dernier regard haineux à Madame Dubois et son perroquet. La vieille dame qui avait fidèlement servi la famille pendant des décennies, jusqu'à être licenciée sans préavis ni indemnisation, baissa simplement la tête. Il n'y avait pas de joie dans sa victoire, seulement le soulagement de voir justice rendue. Sur les marches du tribunal, entourée de journalistes, la procureure Delphine Cartier fit une déclaration succincte. Cette affaire nous enseigne que la vérité peut trouver des chemins inattendus pour émerger. Personne n'est au-dessus de la loi, peu importe sa puissance. Lorsqu'on l'interrogea sur l'avenir du perroquet Coco, la procureure sourit. « Je crois qu'il mérite un perchoir en or et des mangues à volonté pour le reste de sa vie. » Dans les mois qui suivirent, l'affaire du perroquet témoin devint un objet d'étude dans les facultés de droit du monde entier. Les débats sur les limites de l'admissibilité des preuves et la définition légale du concept de témoin s'intensifièrent. Madame Dubois, quant à elle, refusa des offres millionnaires pour des interviews et des livres, préférant retourner à sa vie simple à Colombes, toujours accompagnée de Coco. Raphaël Aubert, le journaliste qui avait reçu les enregistrements anonymes, remporta le prix Albert Londres pour sa couverture de l'affaire. Dans son discours d'acceptation, il réfléchit « Parfois, la vérité vient d'où on l'attend le moins. Un perroquet nous a rappelé qu'il n'existe pas de secret absolument sûr lorsque la justice doit prévaloir. » L'impact de l'affaire, à la au-delà du judiciaire. La Fondation Nouveau Chemin, après une restructuration complète et sous une nouvelle direction, réussit à récupérer une partie des ressources détournées et à étendre ses programmes aux communautés défavorisées. Les enfants qui n'avaient auparavant aucun espoir d'une éducation de qualité fréquentaient désormais des écoles modernes, construites avec l'argent récupéré du système de Dumont. Dans l'une de ces écoles, dans la banlieue de La Courneuve, une fresque colorée montrait la figure d'un perroquet vert et bleu, avec l'inscription « Coco, le gardien de la vérité ». Les enfants apprenaient que l'honnêteté trouve toujours une voie, même dans les circonstances les plus improbables. Étienne Blanc, l'ancien associé qui avait témoigné contre Dumont, rentra en France et décida de se consacrer à des projets sociaux. Utilisant son expérience entrepreneuriale pour des causes positives, il fonda une ONG axée sur la transparence et la lutte contre la corruption dans les institutions caritatives. La plus grande erreur de Richard a été de croire que le pouvoir et l'argent le plaçaient au-dessus des conséquences, déclara Étienne, lors d'une conférence pour jeunes entrepreneurs. Mais même un perroquet a pu voir à travers sa façade de respectabilité. Dans le bureau de la procureure Delphine Cartier, une nouvelle photo ornait le mur. Elle, souriante,
aux côtés de Madame Dubois et du perroquet Coco. En dessous, une simple inscription. La justice vient dans toutes les tailles et couleurs. Pour Delphine, l'affaire représentait non seulement une victoire professionnelle, mais une profonde leçon de persévérance. Pendant des mois, elle avait affronté le sentiment de défaite imminente, luttant contre un système qui semblait souvent favoriser les puissants. Le renversement de situation causé par un simple perroquet lui rappela pourquoi elle avait choisi la carrière juridique, la conviction fondamentale que la vérité mérite d'être défendue, indépendamment des chances de succès. Son assistante Julie, maintenant promue procureure adjointe grâce à son travail sur l'affaire, réfléchissait souvent aux leçons apprises. L'affaire Dumont m'a appris que nous devons toujours enquêter jusqu'à la dernière minute, explorer chaque possibilité, aussi improbable qu'elle paraisse. Dans la petite maison de Madame Dubois à Colombes, avec vue sur la Seine, la vie suivait son cours tranquille. La cour avait été transformée en une petite volière où Coco profitait de plus d'espace et de la compagnie d'autres oiseaux. Régulièrement, des étudiants en droit, en médecine vétérinaire et en psychologie animale visitaient le lieu pour des études, toujours sous la supervision attentive de la vieille dame, devenue une sorte de célébrité réticente. Coco a toujours été spécial, racontait-elle aux visiteurs. Depuis tout petit, il observait tout, apprenait tout. Monsieur Dumont trouvait cela amusant, disait qu'il était son confident parce qu'un perroquet ne pourrait pas le dénoncer. Ironique, n'est-ce pas? Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. À Paris, l'affaire généra des discussions à l'Assemblée nationale sur la nécessité de lois plus strictes pour la surveillance des fondations caritatives. Un projet de loi, surnommé officieusement « Loi Coco », proposait plus de transparence et de contrôle sur l'utilisation des ressources destinées aux causes sociales. Lors des débats, le député Paul Guiraud, auteur du projet, argumenta « L'affaire Dumont a exposé une vulnérabilité dans notre système. Nous ne pouvons pas dépendre des perroquets pour découvrir des détournements de ressources qui devraient aider les plus nécessiteux. » Pendant ce temps, dans la prison de sécurité moyenne où il purgeait sa peine, Richard Dumont faisait face à la dure réalité de sa nouvelle vie. L'homme qui commandait autrefois un empire commercial vivait maintenant confiné dans une cellule de 9 mètres carrés. Ses avocats continuaient à faire appel de la sentence, mais les preuves étaient trop solides pour offrir un réel espoir de renversement. Lors d'une rare visite, Maître Maurice Pelletier, son avocat et ami de longue date, trouva un Dumont abattu, sans l'éclat d'arrogance qui l'avait toujours caractérisé. « 15 ans, Maurice. À cause d'un maudit perroquet, se lamenta l'homme d'affaires. Ce n'est pas le perroquet, Richard. Ce sont vos propres actions. Le perroquet n'a fait que répéter ce que vous disiez quand vous pensiez que personne d'important n'écoutait. » Dumont regarda son ami avec un mélange de résignation et de regret. « Savez-vous ce qui me tourmente le plus? Cette sensation d'impunité que j'ai cultivée pendant tant d'années. La certitude que j'étais au-dessus des règles. J'y croyais, vraiment. Personne n'est au-dessus des règles, Richard. Pas même vous. » À la sortie de la prison, Maurice Pelletier réfléchit à sa propre participation dans l'affaire. En tant qu'avocat, il avait rempli son rôle en offrant la meilleure défense possible à son client, mais en tant que citoyen, il ressentait un soulagement secret pour le triomphe de la justice. À l'université de la Sorbonne, le docteur Louise Moreau, la spécialiste qui avait analysé le comportement du perroquet Coco, publia une étude révolutionnaire sur la cognition chez les oiseaux, en particulier chez les perroquets amazoniens. Son travail jeta une nouvelle lumière sur la capacité de ces oiseaux à non seulement imiter des sons, mais à comprendre des contextes et des associations complexes. L'affaire Coco nous a fait questionner beaucoup de nos présupposés sur l'intelligence animale, expliqua la scientifique dans une interview à la Recherche. Nous avons découvert que ces animaux possèdent des capacités cognitives bien au-delà de ce que nous imaginions, y compris une mémoire contextuelle et associative étonnamment sophistiquée. Un samedi après-midi, 6 mois après le verdict, Delphine Cartier rendit visite à Madame Dubois dans sa maison à Colombes. Les deux femmes, unies par des circonstances extraordinaires, avaient développé une amitié improbable. Assises sur la terrasse avec vue sur la rivière, elles partageaient un café tandis que Coco se délectait de tranches de mangue fraîche. « Comment vous adaptez-vous à la célébrité ?» demanda Delphine en souriant. « Ah, maître, tout. Cela est très étrange pour une vieille comme moi.
Les gens m'arrêtent dans la rue, veulent prendre des photos avec Coco. Je reçois des lettres de toute la France, même de l'étranger. Mais au fond, je veux juste retrouver ma vie tranquille. Et que ferez-vous avec l'indemnisation que vous avez reçue de Dumont? Madame Dubois sourit, une lueur juvénile illuminant son visage ridé. J'ai acheté cette petite maison, bien sûr. Mais le reste, eh bien, le reste ira à un projet de préservation des perroquets en Amazonie. Cela semble juste, n'est-ce pas? Après tout, je dois tout à Coco. Le perroquet, comme s'il comprenait la conversation, lâcha un joyeux « Coco malin, Coco intelligent », faisant rire les deux femmes. Pendant ce temps, à la rédaction du Monde, Raphaël Aubert finalisait un livre sur l'affaire. Le perroquet qui a changé la justice promettait d'être un best-seller avant même sa sortie. Dans la préface, le journaliste écrivit « Il y a des moments où l'extraordinaire fait irruption dans l'ordinaire, défiant nos notions préconçues sur le fonctionnement du monde. L'affaire Dumont fut l'un de ces moments, quand un simple perroquet au plumage vert et bleu secoua les piliers du système judiciaire et nous força à repenser des concepts fondamentaux, tels que témoin, preuve et vérité. Mais par-dessus tout, ce fut un rappel puissant que la justice, en tant que force morale de l'univers, trouve toujours un chemin pour prévaloir, même à travers le plus improbable des messagers. L'impact de l'affaire s'étendit au-delà des frontières françaises. Des universités du monde entier inclurent l'affaire du perroquet témoin dans leur programme de droit. À Harvard, Cambridge et à la Sorbonne, des professeurs discutaient des implications juridiques et philosophiques de l'affaire qui avait défié des conventions juridiques centenaires. Lors d'une conférence internationale de droit à Genève, le juge Antoine Mercier, invité comme principal conférencier, réfléchit à sa décision. Quand j'ai été confronté à cette situation insolite, j'ai réalisé que j'étais face à un choix, m'accrocher à la lettre froide de la loi ou honorer son esprit le plus profond, qui est la recherche de la vérité et de la justice. J'ai opté pour la seconde voie, conscient des risques et des critiques que j'affronterais. L'auditoire, rempli de juristes de dizaines de pays, applaudit debout. L'affaire Coco, comme elle était connue internationalement, était devenue un symbole de la façon dont les systèmes judiciaires pouvaient s'adapter à des circonstances extraordinaires sans compromettre les principes fondamentaux. À Paris, la vie continuait. La Fondation Nouveau Chemin, maintenant sous une administration transparente, étendait ses programmes. Dans l'une de ses nouvelles unités à Saint-Denis, des enfants qui vivaient auparavant dans des conditions précaires recevaient éducation, alimentation et soins médicaux de qualité. À l'entrée du bâtiment, une plaque discrète rappelait « La vérité peut venir des endroits les plus inattendus ». Pour célébrer le premier anniversaire de la sentence, un groupe d'artistes de rue créa une énorme fresque sur le mur extérieur du palais de justice, l'image d'un perroquet vert et bleu tenant la balance de la justice. L'œuvre, initialement non autorisée, fut si bien reçue par le public que les autorités décidèrent de la préserver comme partie du patrimoine culturel de la ville. Les 6 hommes d'affaires et 3 politiciens impliqués dans les documents, trouvés dans la propriété de Dumont, faisaient maintenant face à leur propre procès. L'effet Coco, comme la presse l'avait surnommé, généra une vague d'enquêtes dans les fondations et ONG à travers le pays, exposant d'autres systèmes de détournement de ressources. Étienne Blanc, en partenariat avec Delphine Cartier, créa un fonds pour financer des enquêtes indépendantes sur la corruption dans les institutions caritatives. Le fonds Sentinelle offrait un soutien juridique et une protection aux lanceurs d'alerte, encourageant davantage de personnes à avoir le courage de dénoncer les irrégularités. La leçon que nous tirons de l'affaire Dumont est que le silence ne bénéficie qu'à ceux qui agissent dans l'ombre, déclara Étienne lors du lancement du fonds. Nous devons créer un environnement où la vérité peut s'épanouir, où les témoins, humains ou non, trouvent protection et accueil. Dans sa 2e année de prison, Richard Dumont passa par une transformation personnelle. Éloigné du pouvoir et du luxe qu'il avait toujours défini, l'homme d'affaires trouva le temps de réfléchir à ses choix. Il commença à participer à un programme de réhabilitation, offrant des cours d'entrepreneuriat à d'autres détenus. Lors d'une visite de sa fille Charlotte, qui avait coupé les relations avec lui après le scandale, Dumont confessa « Tu sais, ma fille, j'emporte un perroquet avec moi partout où je vais maintenant. Ici, dans mon esprit. C'est la voix de ma conscience que j'ai ignorée pendant tant d'années.
Charlotte, initialement sceptique quant à la sincérité de son père, commença à percevoir un changement authentique dans ses attitudes et ses valeurs. Graduellement, la relation entre père et fille commença à se reconstruire sur des bases plus honnêtes. Pour Delphine Cartier, l'affaire représenta un tournant dans sa carrière. Promue chef du parquet national financier, elle mit en œuvre des protocoles spéciaux pour l'évaluation de preuves non conventionnelles, garantissant que les cas futurs puissent bénéficier de l'expérience de l'affaire Coco. Dans une interview au magazine Paris Match, la procureure réfléchit. Le système judiciaire, comme toute institution humaine, doit évoluer et s'adapter. L'affaire Dumont nous a appris que parfois, la vérité nous parvient sous des formes que nos manuels de droit n'avaient pas prévues. Notre responsabilité est d'être ouvert à la reconnaître, quelle que soit sa source. Les preuves révélées par l'affaire menèrent à un audit complet de toutes les fondations caritatives associées au groupe commercial de Dumont. On découvrit que le détournement de fonds était une pratique systémique, affectant non seulement la Fondation Nouveau Chemin, mais plusieurs autres institutions apparemment caritatives, qui servaient de façade à des opérations illicites. L'avocat maître Maurice Pelletier, après une profonde crise de conscience, décida de s'éloigner des clients impliqués dans la corruption, même si cela signifiait une réduction significative de ses revenus. Son nouveau cabinet se spécialisa dans le droit environnemental et la protection animale, un choix que beaucoup attribuèrent à l'influence de l'affaire Coco sur sa vie professionnelle. Le perroquet Coco, quant à lui, devint une célébrité nationale. Des zoos et des centres de conservation offrirent des sommes astronomiques pour l'acquérir, mais Madame Dubois refusa toutes les propositions. Pour elle, Coco n'était pas une attraction ou un symbole, c'était un ami, un compagnon qui avait été à ses côtés dans des moments difficiles. Un dimanche matin, en regardant un reportage spécial sur l'affaire à la télévision, Madame Dubois sourit en voyant d'anciennes images de ses années de travail dans la villa de Dumont. Elle se rappela comment l'homme d'affaires traitait le perroquet comme un jouet, parlant ouvertement de ses magouilles, en présence de l'animal qu'il considérait incapable de comprendre. « Regarde, Coco, » dit-elle au perroquet perché sur son épaule. « Qui aurait cru que tu changerais l'histoire de la justice française ?» Le perroquet, comme s'il comprenait parfaitement, répondit avec l'une de ses phrases préférées. « Justice pour tous. Justice pour tous. » La phrase, qui n'avait jamais été entendue pendant le procès, fit réfléchir Madame Dubois. Coco comprenait-il vraiment le concept de justice, ou s'agissait-il simplement d'une autre coïncidence vocale? La ligne entre répétition mécanique et compréhension consciente semblait de plus en plus ténue quand il s'agissait de cet extraordinaire perroquet. Au 3e anniversaire de la sentence, le palais de justice de Paris inaugura une salle spéciale dans son musée dédié à l'affaire du perroquet témoin. L'exposition incluait des documents du procès, des vidéos du jugement, la cage originale de Coco, donnée par Madame Dubois, et une chronologie détaillant chaque rebondissement de l'affaire qui avait captivé l'imagination du monde. Lors de la cérémonie d'inauguration, le ministre de la Justice, Charles-Édouard Mercier, observa « Des cas extraordinaires comme celui-ci nous rappellent que le droit n'est pas un ensemble statique de règles, mais un organisme vivant qui doit s'adapter aux réalités changeantes de la société. » Le courage du juge Mercier à admettre des preuves non conventionnelles nous enseigne une précieuse leçon sur la nature évolutive de la justice. Dans l'assistance, Delphine Cartier et Julie Martin échangèrent des regards complices. Toutes deux avaient risqué leur réputation professionnelle en insistant sur la validité du témoignage de Coco. Maintenant, ce qui semblait être une stratégie désespérée s'était transformé en un précédent historique. Pour les enfants bénéficiant des programmes de la Fondation Nouveau Chemin Reformé, l'affaire avait une signification spéciale. Dans les écoles gérées par la Fondation, le programme Coco enseignait les valeurs d'honnêteté, de transparence et de courage civique à travers des activités ludiques impliquant l'histoire du célèbre perroquet. Dans l'une de ces écoles, dans le quartier de la Goutte d'Or, la petite Sophie, 8 ans, leva la main pendant un cours sur l'affaire. « Madame, si je trouve quelqu'un qui fait quelque chose de mal, je peux aussi le dire comme Coco l'a fait. » L'institutrice Marine sourit, émue par l'innocence de la question. « Oui, Sophie, c'est exactement ce que Coco nous enseigne, que nous devons avoir le courage de dire la vérité, même quand il semble que personne ne nous croira. » L'impact culturel de l'affaire s'étendit également aux arts.
une mini-série télévisée. Primé dramatisa l'histoire, avec des acteurs renommés interprétant Delphine Cartier, le juge Mercier et Richard Dumont. Un perroquet spécialement entraîné pour le rôle interpréta Coco, devenant lui-même une célébrité. Dans sa 4e année de prison, Richard Dumont demanda l'autorisation de commencer un projet de réhabilitation d'oiseaux sauvages à l'intérieur de la prison. À la surprise de beaucoup, le projet Aile de la Liberté devint un succès, recevant des oiseaux sauvés du trafic illégal et les préparant à la réintroduction dans la nature. Dans une rare interview accordée depuis la prison, Dumont expliqua sa motivation. « Il y a une ironie poétique à avoir ma vie transformée par un perroquet et à me consacrer maintenant à sauver d'autres oiseaux. C'est peut-être ma façon. » De chercher la rédemption, de corriger au moins une petite fraction du mal que j'ai causé. L'expert allemand Dr Klaus Hoffmann, qui avait témoigné pour la défense pendant le procès, publia une étude révisant ses positions antérieures sur la cognition chez les oiseaux. Après une recherche approfondie inspirée par l'affaire Coco, Hoffmann conclut que les perroquets possédaient des capacités cognitives bien supérieures à celles précédemment reconnues par la science. L'affaire française m'a obligé à reconsidérer des prémices que je maintenais depuis des décennies, admit le scientifique. Aujourd'hui, je reconnais que nous avons grossièrement sous-estimé l'intelligence et la conscience de ces remarquables oiseaux. Dans la petite maison de Madame Dubois, la vie suivait son cours tranquille. À 68 ans, l'ancienne gouvernante profitait d'une retraite confortable grâce à l'indemnisation reçue et aux droits d'auteur pour l'utilisation de l'image de Coco dans des livres, films et produits. Cependant, l'argent avait peu changé son style de vie simple. Un après-midi de printemps, elle reçut la visite de Charlotte, la fille de Richard Dumont. La rencontre, initialement tendue, se transforma en une conversation sincère entre deux femmes marquées de différentes façons par le même homme. « Mon père m'a demandé de vous apporter ceci, » dit Charlotte, en remettant un petit paquet. Il l'a sculpté lui-même dans l'atelier de la prison. Dans la boîte se trouvait une délicate sculpture en bois, un perroquet aux ailes déployées, comme en plein vol. Une petite plaque sur la base disait simplement « Pour Coco, le messager de la vérité ». Madame Dubois tint la sculpture. De ses mains tremblantes, les larmes aux yeux. « Dites à votre père que Coco et moi acceptons ses excuses. » Sur son perchoir à proximité, comme s'il comprenait la magnitude du moment, Coco restait dans un silence respectueux. 5 ans après le verdict, l'histoire continuait à résonner dans différentes sphères de la société française. Le terme « effet Coco » était entré dans le vocabulaire populaire, se référant à des situations où une révélation inattendue cause un renversement complet dans une affaire apparemment décidée. Dans la littérature juridique, l'affaire généra des dizaines de thèses et dissertations, analysant ses implications pour la théorie de la preuve, les limites de l'admissibilité des preuves et la philosophie même du droit. Le juge Mercier, maintenant retraité, se consacrait à des conférences et séminaires sur le sujet dans des universités du monde entier. L'affaire Dumont nous a appris que la vérité et la justice ne se limitent pas aux chemins prévus dans nos codes. Parfois, elles nous parviennent par des routes inattendues, défiant nos conceptions les plus enracinées, réfléchissait le juge dans ses présentations. Delphine Cartier, quant à elle, avait été nommée à la Cour de cassation où elle continuait sa croisade contre la corruption. Dans son bureau, elle gardait encadrée la une du journal annonçant la condamnation de Dumont avec le mémorable titre « Un perroquet fait justice, homme d'affaires condamné pour détournement de millions ». Son assistante Julie Martin avait suivi les pas de sa mentor, devenant une procureure respectée, spécialisée dans les affaires de corruption impliquant des institutions caritatives. L'affaire Coco avait inspiré toute une génération de jeunes juristes à chercher la vérité par des voies non conventionnelles. Au siège rénové de la Fondation Nouveau Chemin, qui servait maintenant plus de 10 000 enfants dans toute la région parisienne, une fresque colorée représentait l'histoire qui avait transformé l'institution. Au centre de la peinture, un perroquet vert et bleu volait au-dessus du palais de justice, portant dans son bec la balance de la justice. Pour les enfants qui fréquentèrent la fondation, Coco était devenu plus qu'un symbole. C'était un héros, un défenseur des faibles et des opprimés, preuve vivante que même la plus petite des voix peut se faire entendre quand elle porte la vérité. Étienne Blanc, l'ancien associé de Dumont, avait complètement transformé sa vie. Son fond sentinelle,
opérait maintenant dans 5 pays européens, offrant protection aux dénonciateurs de corruption. Dans son autobiographie « Le courage de parler », il dédia un chapitre entier à Coco. Quand un perroquet a montré plus d'intégrité morale que beaucoup d'hommes d'affaires, j'ai réalisé qu'il était temps de redéfinir mes propres valeurs. Coco n'avait rien à gagner en exposant la vérité. Il a simplement suivi l'impulsion naturelle de répéter ce dont il avait été témoin. Dans cette simplicité réside une profonde leçon d'intégrité que beaucoup d'entre nous, dans nos vies complexes et pleines de justifications, oublions complètement. 6 ans après le verdict, Madame Dubois, maintenant âgée de 80 ans, décida de réaliser un vieux rêve, visiter l'Amazonie, région natale de Coco. Accompagnée par Delphine Cartier, devenue une amie proche, et par une équipe de biologistes, elle voyagea jusqu'à la réserve naturelle de l'Amazonie. Là-bas, lors d'une cérémonie simple, elle inaugura le sanctuaire Coco, une zone protégée dédiée à la préservation des perroquets amazoniens menacés par le trafic illégal d'animaux. Le projet, financé avec une partie de son indemnisation, incluait un centre de réhabilitation pour oiseaux sauvés et des programmes éducatifs pour les communautés locales. Coco a changé ma vie, a changé la justice française, et maintenant, il aide à changer le destin de ses frères de la forêt, déclara la vieille dame émue pendant l'inauguration. Coco lui-même, maintenant âgé de près de 15 ans, restait en bonne santé et éloquent. Son vocabulaire s'était considérablement élargi depuis le procès, et des biologistes du monde entier visitaient régulièrement Madame Dubois pour étudier ses extraordinaires capacités cognitives. Lors de la visite en Amazonie, un moment spécial émut tous les présents. Lorsque Coco fut brièvement placé près d'un arbre où vivaient des perroquets sauvages de la même espèce, il les observa longuement, comme s'il reconnaissait ses origines. Pendant un instant, il sembla qu'il pourrait rejoindre les autres, retournant à la liberté naturelle. Mais bientôt, par choix personnel, il revola vers l'épaule de Madame Dubois. « Coco reste, Coco aime Suzette », déclara le perroquet, provoquant des larmes chez la vieille dame et tous les présents. De retour à Paris, la vie suivit son cours. L'affaire qui avait un jour dominé les gros titres devenait peu à peu partie de l'histoire, un chapitre extraordinaire dans l'évolution du système judiciaire français. Cependant, ses effets continuaient à résonner dans diverses sphères de la société. Richard Dumont, purgeant sa 8e année de peine, était devenu un défenseur de la réforme du système pénitentiaire et de la réhabilitation des détenus. Son projet, Aile de la liberté, s'était étendu à d'autres prisons, recevant une reconnaissance internationale pour ses taux de succès dans la réhabilitation des oiseaux et des détenus simultanément. Lors d'une audience de révision de peine, Dumont surprit le tribunal en déclarant « Je ne suis pas ici pour demander une réduction de ma peine. Je suis ici pour remercier pour l'opportunité de transformation qu'elle m'a offerte. L'homme qui est entré dans cette prison il y a 8 ans n'existe plus, et je dois cette transformation ironiquement à un perroquet que j'ai eu l'arrogance de sous-estimer. » Le juge, impressionné par la sincérité de Dumont et par les résultats prouvés de son travail de réhabilitation, lui accorda un régime semi-ouvert, lui permettant d'élargir ses projets et de visiter occasionnellement des écoles pour partager son histoire comme avertissement contre la corruption. Lors d'une de ses visites à une école publique de Clichy, un petit enfant leva la main après sa conférence. « Monsieur, détestez-vous le perroquet qui vous a mis en prison ?» Dumont sourit, les larmes aux yeux. « Non, mon jeune ami, je lui suis éternellement reconnaissant. Coco m'a sauvé de moi-même, de la personne terrible que je devenais. Parfois, nous devons tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. » 10 ans après le verdict historique, une grande cérémonie réunit tous les protagonistes de l'affaire dans l'auditorium de la faculté de droit de Paris. Delphine Cartier, maintenant juge à la Cour de cassation, le juge Mercier, Étienne Blanc, Raphaël Aubert, Madame Dubois et, bien sûr, le perroquet Coco, maintenant âgé de presque 20 ans, un âge respectable pour un perroquet en captivité. À la surprise de tous les présents, un invité inattendu se joignit à la cérémonie. Richard Dumont, maintenant en liberté conditionnelle, accordé pour son comportement exemplaire et les nombreuses contributions sociales réalisées pendant sa détention. Sur l'estrade côte à côte se tenaient l'accusateur, l'accusé, le juge et le dénonciateur improbable, une image qui symbolisait parfaitement l'extraordinaire parcours de transformation que tous avaient expérimenté.
Il y a 10 ans, dans cette même ville, nous avons été témoins de quelque chose qui a défié toutes nos attentes sur le fonctionnement de la justice, discourut Delphine. Un perroquet, créature apparemment insignifiante, est devenu le catalyseur d'une profonde transformation non seulement dans notre système judiciaire, mais en chacun de nous qui avons vécu cette histoire extraordinaire. Quand vint son tour de parler, Dumont s'adressa directement au perroquet, qui observait tout depuis l'épaule de Madame Dubois. « Merci, Coco. Tu m'as montré qu'aucun secret ne reste caché pour toujours, qu'aucun pouvoir n'est au-dessus de la vérité. La leçon a été douloureuse mais nécessaire. Ma vie a un but maintenant, grâce à toi. » Comme s'il comprenait parfaitement, le perroquet répondit « Vérité libère, vérité libère ». La phrase, jamais prononcée auparavant par l'animal, provoqua un soupir dans l'assistance. Était-ce une coïncidence ou une démonstration supplémentaire de l'intelligence mystérieuse de cet extraordinaire oiseau? Madame Dubois, maintenant âgée de 84 ans, sourit. Après tant d'années, Coco parvenait encore à la surprendre. Peut-être ne saurait-il jamais vraiment combien ce perroquet comprenait, quelle part était répétition mécanique et quelle part était compréhension authentique. Et peut-être que cela n'avait pas vraiment d'importance. Ce qui importait, c'est qu'un simple perroquet avait provoqué une réaction en chaîne qui avait transformé d'innombrables vies, réformé des institutions et rappelé à tous une vérité fondamentale, que la justice, en fin de compte, ne dépend pas de codes, tribunaux ou procédures formelles, mais du courage individuel de donner voix à la vérité, quelle que soit l'improbabilité du messager. À la fin de la cérémonie, Delphine, le juge Mercier, Étienne, Raphaël, Madame Dubois, Coco et même Richard Dumont posèrent ensemble pour une photographie historique. L'image, publiée dans des journaux du monde entier le lendemain, fut simplement intitulée « L'extraordinaire affaire du perroquet témoin 10 ans après ». Dans la petite maison de Colombes, ce soir-là, Madame Dubois s'assit sur sa terrasse avec vue sur la rivière. Coco, comme toujours, reposait sur son épaule, les deux contemplant les étoiles dans un silence confortable. « Tu sais, Coco, » chuchota la vieille dame en caressant doucement les plumes du perroquet, « parfois je me demande si tu as vraiment compris tout ce qui s'est passé, tout l'impact que tu as causé sur la justice, les lois et la vie de tant de personnes. » Le perroquet tourna la tête, regardant directement dans les yeux de sa tutrice avec cette intelligence mystérieuse qui l'avait toujours caractérisé. Puis, avec une clarté parfaite, il prononça « Coco sait, Coco a toujours su. Et peut-être, » réfléchit Madame Dubois tandis que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues ridées, était-ce la plus grande vérité de toutes. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire du perroquet Coco? Croyez-vous qu'un animal puisse réellement comprendre ce dont il est témoin, ou s'agissait-il simplement d'une extraordinaire coïncidence? Laissez dans les commentaires vos opinions sincères sur cette affaire qui a révolutionné la justice française. Quel a été le moment de l'histoire qui a le plus touché votre cœur? La transformation de Dumont, le dévouement de Delphine, ou la loyauté de Madame Dubois? N'oubliez pas de laisser votre like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. Votre compagnie est très importante pour nous. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Perroquet Témoin jusqu'à la fin.